bien voilà, nous nous retrouvons pour un après-midi très très riche en rencontres au Café des Libraires cet après-midi. Vous savez, ce Café des Libraires animé donc par des libraires que j'ai le plaisir d'accueillir sur chaque plateau. Un endroit où l'on parle essentiellement du dernier livre paru, du dernier livre édité par l'auteur invité. Voilà, il y a à peu près 15, il y a pas à peu près, il y a 15 libraires qui se sont mobilisés pour venir animer chacun des plateaux. Nous avons aussi beaucoup d'interprètes, bien sûr, et je vais vous les présenter dans un instant. Et nous commençons donc cet après-midi qui se terminera à 19h avec Michael Farris Smith, Mackenzie Orsel et Brad Watson. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Delapré, qui est le libraire de la librairie Saint-Christophe, qui se trouve à l'Esnevin, dans le Finistère. Et c'est le deuxième breton avec moi sur ce plateau, que je retrouve toujours avec plaisir, puisqu'il vient tous les ans, depuis le début. Quasiment depuis le début de la création de ce festival America. Et j'adore la manière dont il présente sa librairie. Vous allez voir en toute modestie. C'est quoi, Jeff ? C'est juste la dernière librairie avant le Barnes & Noble de Manhattan à New York. Voilà. Donc, pas de débat vraiment à thème, mais bien sûr, les organisateurs réunissent les auteurs en fonction peut-être de la résonance qu'il peut y avoir entre leurs livres. Mais là n'est pas la question. Nous allons commencer tout de suite avec Michael Farris Smith, dont Fabienne Gondran va assurer la traduction et qui va nous parler d'un livre qui s'intitule Nulle part sur la Terre, paru chez Sonatine en août 2017 et qui a été traduit par Pierre Demarty. Alors, je vais vous présenter d'abord l'auteur. Si je dis des bêtises, il a le droit de m'interrompre. Michael Farris Smith vit à Oxford, Mississippi. Après Une pluie sans fin, Nulle part sur la Terre est son deuxième roman. Il a été professeur associé d'anglais au département de langue, littérature et philosophie à l'université du Mississippi à Columbus. Ses voyages en France et en Suisse ont inspiré un premier roman qui ne doit pas être traduit en français, je crois. Encore, son second livre, Une pluie sans fin, est paru en France, a été traduit en France, un récit post-apocalyptique qui a été salué pour l'originalité et l'intensité de sa langue. Et puis suivent Nulle part sur Terre, voilà, dont nous allons parler aujourd'hui, Nulle part sur la Terre, pour dire les choses bien correctement. Je crois qu'il vit à Oxford, Mississippi, avec sa femme et ses deux filles. Et le titre anglais du livre, je crois que c'est La route du désespoir. Et on va peut-être demander tout de suite, parce que Jeff préfère faire le résumé du livre après la lecture. Donc nous allons demander tout de suite à Christine Mathéos de nous rejoindre pour lire la première page. On choisit à chaque fois la première page du livre des auteurs présents pour vous donner un petit peu, voilà, entendre un petit peu la musique de ces mots. C'est à vous. Le vieil homme avait presque atteint la frontière de la Louisiane quand il les aperçut, qui marchaient de l'autre côté de la route. La femme avec un sac poubelle jeté sur l'épaule et la fillette derrière elle, traînant les pieds. Il les regarda quand il les dépassa, puis il les regarda dans le rétroviseur et il regarda les autres voitures les ignorer comme de simples panneaux de signalisation. Le soleil était au zénith et le ciel limpide. Et s'il ne savait rien d'elle, il devinait au moins qu'elle devait avoir chaud. Alors, il prit la première sortie, traversa le pont de l'échangeur et reprit l'autoroute I-55 dans l'autre direction, vers le nord. Il les avait vues quelques kilomètres plus tôt et il continua à rouler en se demandant ce qu'elles pouvaient bien fabriquer là. Il espérait qu'elles avaient une foutue bonne raison. Il ralentit en arrivant à leur hauteur. Elle marchait dans l'herbe, la fillette donnant de petites claques sur ses jambes nues et la femme voûtée sous le poids du sac poubelle. Il se déporta sur le bas-côté
puis s'arrêta derrière elle, mais ni l'une ni l'autre ne se retournèrent. Alors il coupa le moteur et sortit de la voiture. « Hé !» Elles s'arrêtèrent et le regardèrent, et il vint à leur rencontre. Leurs joues rouges et luisantes de transpiration à cause de la chaleur, et la peau marbrée de coups de soleil sous les mèches de cheveux blonds presque blancs de la petite. La femme et la fillette étaient toutes deux en short et débardeur, et elles avaient les épaules roses et les jambes grêlées d'égratignures et de piqûres d'insectes à force de marcher dans l'herbe drue du bas-côté. La femme laissa glisser son sac poubelle qui heurta le sol dans un bruit mat. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda le vieil homme. Il rajusta son chapeau et regarda le sac poubelle. « On marche, » dit la femme. Elle le regardait en plissant les yeux comme si c'était le soleil qu'elle avait en face d'elle. Et la petite cacha son visage entre ses mains et écarta les doigts pour l'épier au travers. « Vous avez besoin d'aide ?» « Elle n'a pas l'air bienveillante, » dit-il en hochant la tête vers la gamine. « On essaye de rejoindre le relais routier à Fernwood. Vous connaissez ?»« Oui, je connais. C'est à une 15aine de bornes. »« Vous cherchez quoi là-bas ?»« On est censé retrouver quelqu'un. »« Quelqu'un qui a une voiture ?»« Oui, monsieur. »« Bon, allez, montez. Pas la peine de rester là comme ça, » dit-il en se penchant pour ramasser le sac poubelle. « C'est lourd, » dit la femme. Le vieil homme poussa un grognement en le hissant sur son épaule, et la femme et la fillette lui emboîtèrent le pas. Merci beaucoup, merci Christine Mathéos, qui fait donc partie du Conservatoire d'art dramatique de Vincennes. Et c'est le professeur Laurent Ray qui est là, qui nous a amené tous ces lecteurs pour cette édition. Je crois que tu enchaînes directement sur, mon cher Jeff, sur ce qui vient d'être dit. Oui, parce que Nulle part sur la Terre, c'est quelque part le retour de deux paumés. D'une part, il y a Mabel et sa fille Annalie, dont on vient d'entendre la première page du livre. Et on voit sa mère qui tient dans un sac poubelle toute sa vie. Elle a toute sa vie dans un sac poubelle et sa fille. Et elles marchent toutes les deux sur cette route. Et d'autre part, il y a Russell qui rentre aussi au pays après 11 ans de prison. Mais c'est un retour où on va constater très vite que le passé, leur passé respectif ne s'excuse pas, et que si les questions de rédemption aussi dans ce roman, il va falloir payer le prix. Aussi, ma première question, c'était ça. Cette image de Mabel et Annalie sur la route, est-ce que c'est cette image qui s'est imposée à vous pour débuter l'écriture du roman ? Yes, it was the very first image. It's each of my novels have begun because I have a very strong image in my mind that I just can't get rid of. It's almost like a bad dream. And I don't know why, if it was something I had seen or if something I just maybe imagined, but I had this image of a woman and child walking along the side of the road, and it frightened me, and I was worried about them, and I wanted to see what their life was like. And being a father myself, I think, made me really care about them from the very first word. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est la première image qui m'est venue à l'esprit. Pour chaque roman, j'ai tout d'abord une image forte. Celle-ci s'est imposée un petit peu comme une image de cauchemar. Était-ce une image que j'avais vue? Était-ce quelque chose que j'avais imaginé? Le fait est que je voyais cette femme et cet enfant sur le bord de la route et cette image m'a effrayée. Et étant moi-même père de 2 enfants, j'ai voulu savoir ce qui leur arrivait et pourquoi elles étaient là. L'un des personnages principaux du roman aussi, c'est le Mississippi. C'est cet endroit que vous décrivez admirablement et qui colle véritablement à la peau de Russell et de Mabel. Est-ce que, je dirais, on finit toujours par revenir au Mississippi? No, it's just a place that I know very well. I'm very influenced by writers who use setting as a character itself. William Faulkner, Cormac McCarthy, writers like these. So when I began to write myself, I really enjoy creating the landscape and the setting. And I think it's important to write about things in terms of physical descriptions that you can almost feel.
that's a part of you. And Mississippi is very much a part of me, so I think that's why I write about it in such detail. C'est un lieu que je connais très bien, qui m'a énormément influencée, et je suis moi-même très marquée par les auteurs de littérature qui ont fait du cadre de leur histoire un personnage à part entière, à l'instar de Faulkner ou de McCarthy. Et j'aime créer et rendre compte de paysages et de lieux et donner des descriptions physiques qui rendent ces lieux comme étant des espaces sensitifs et qui font de fait partie de moi. Dans le roman, on est justement dans cette petite ville du Mississippi, et on est très loin de l'Amérique des traders. On est plutôt chez les oubliés du rêve américain. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous vouliez montrer dans le roman? Yes. I mean, the stories that are interesting to me are stories of people or characters who are already in a very tough situation, in a very bad spot. Desperate people do desperate things, and those are very interesting stories to me. They're complex. I think they are about the spirit and the soul as much as anything. If I have an emotional attachment to a character in the beginning, then I feel like that's almost like my light telling me this is a story you need to write. And I think people in very bad and rough situations have my empathy, so maybe that's why I write about them. Alors, est-ce que j'écris sur les laissés pour compte ? Probablement. Ce qui m'intéresse dans les histoires, ce sont les gens, les personnages qui sont en mauvaise posture, qui se retrouvent dans de mauvais draps, parce que les gens désespérés commettent des gestes désespérés. Et leur âme, leur esprit, ce qui est à l'œuvre, et toute la complexité à l'œuvre, crée entre eux et moi un attachement qui est très très fort et guide mon écriture. Et c'est justement ces principaux personnages que sont Mabel et Russell. Il y a chez eux, il y a une très très grande part d'humanité. Et puis, il y a même un misérable connard qui s'appelle Larry, qui est absolument un type insupportable, qui est d'une violence extrême. Et ben même ce type-là, il y a un moment où vous arrivez à lui donner une part d'ange, je dirais, quand il va assister à la partie de baseball de son fils. À ce moment-là, on arrive à lui trouver des excuses à ce qu'il fait. That is a great compliment. When someone tells you, even the bad guy or the worst person, you've created someone that you can feel sympathy for in a moment. Something I learned about writing novels, several years ago, was that every character that enters your novel, you have to treat like a real person. And no one is good all the time. No one is bad all the time. In our lives, it's very complex. We change from moment to moment. So I try to treat every character, whether they are the center of the novel or whether they are the character who is causing the trouble. Try to create them, with their own spirit, with their own complexities, with their own nature, and hopefully, and thankfully, it comes off as being a very real person that you can feel sympathy for, even in some very bad moments. C'est un grand compliment que vous me faites là. Quand le personnage qui est le méchant, qui est le pire de tous, on arrive à ressentir pour lui de la compassion. Et ce que j'ai appris sur l'écriture du roman, c'est que tous les personnages méritent d'être traités comme de vrais êtres humains, c'est-à-dire qu'ils sont capables de bien comme ils sont capables de mal, et que mon travail est de rendre cette complexité et cet aller-retour entre le bon et le mauvais. Et tous les personnages, qu'il s'agisse des personnages principaux ou des personnages un peu plus satellitaires, ont une âme, une complexité et une nature que j'essaye de faire ressortir comme si je parlais de vraies personnes. And maybe part of that is as a kid, when I watch movies, I always pull for the bad guy.
Et ça vient probablement aussi du fait qu'enfant, quand je regardais des films, j'étais toujours du côté des méchants. Mais on sent à quel point vous avez de la tendresse pour tous vos personnages. Ça, c'est extrêmement frappant. Et cette tendresse, en tant que lecteur, on la ressent aussi. Et en même temps, ce sont des gens qui ont du mal à exprimer avec les mots leurs sentiments. Ils sont, on dirait chez nous, taiseux. I think at some point, people who have lived very rough lives, who are exhausted, who don't have a lot left to give, maybe they're tired of words. I think being poor is very hard, and I think being downtrodden, can you translate the word downtrodden? Is very difficult, and perhaps there is exhaustion. They say what they need to say to keep going, to make it from one moment to the next. When I read, the dialogue that has the most impact on me is the dialogue that just, when you say what needs to be said in that moment without any of the extra, hit the nail on the head, say what you mean, fill it with emotion and then keep going. Peut-être que les personnages qui ont mené des vies dures, qui sont épuisés par la vie, peut-être ont-ils tout donné, peut-être qu'ils n'ont plus la force de parler. Et c'est aussi ce que fait la pauvreté et ce qui arrive à tous ces gens abîmés par la vie. Et effectivement, j'essaie de rendre ça par des dialogues qui vont à l'essentiel, qui sont d'une très grande précision et qui disent uniquement le nécessaire. En tout cas, c'est un roman qui ne laissera personne indifférent tant les personnages sont brillamment rendus et on est vraiment terriblement ému à la fin de ce livre. C'est extraordinaire. Voilà, Nulle part sur la Terre, paru chez Sonatine et écrit par Michael Faris Smith et traduit par Pierre de Marty. Alors on passe maintenant au livre de Mackenzie Orsel. Bravo, oui, on peut l'applaudir parce que vraiment ce livre magnifique. Merci. Ah, si vous voulez choisir entre les différents livres qu'on vous présente, vous allez avoir du mal, je vous préviens. Alors ensuite, nous allons passer au livre de Mackenzie Orsel. Alors là, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Mackenzie Orsel, il est vincénois en ce moment. Il est en résidence ici, c'est l'écrivain en résidence actuellement. Et Mackenzie... on avait au départ travaillé sur son livre qui s'intitule, enfin surtout mon ami Jeff, sur son livre qui s'intitule L'ombre animale, paru chez Zulma en janvier 2016. Je précise que Mackenzie est né à Port-au-Prince. Il a écrit Les Immortels, un premier roman très remarqué, salué par le prix Étienne Monnier de la Société des gens de lettres. Il a obtenu le prix Louis Guillou et le prix Littérature Monde en 2016 pour ce livre, donc L'ombre animale. Et donc, on pensait parler de ce livre-là, et en fait, on ne va pas vous en parler beaucoup, mais pour vous donner quand même un peu une idée de ce dont il parle, on va, et puis parce que le travail a été fait sur ce livre, on va demander à Annabelle Valverde de venir nous lire un extrait de L'ombre animale, et puis après, on va parler de son livre qui vient de sortir. Non, il n'est même pas sorti, il n'est pas en librairie, sauf ici à Vincennes. Vous pouvez le trouver. Il s'intitule Maître Minuit et on va en parler dans un instant. Puis tu nous liras un petit extrait, Mackenzie. Hein? Alors on écoute la lecture de L'ombre animale par Annabelle Valverde. Je suis le rare cadavre ici qui n'a pas été tué par un coup de magie, un coup de machette dans la nuque ou une expédition vaudou. Il n'y aura pas d'enquête, de présédigitation policière, de suspense à couper le souffle, comme dans les films et les romans. Et je te le dis tout de suite, je suis morte de ma belle mort. C'était l'heure de m'en aller, c'est tout. Et maintenant que je ne suis plus de ton monde, où l'on monopolise tout, les chances, la parole, l'amour, le pouvoir, et que j'ai enfin droit à la parole, à un peu d'existence, je vais parler, parler, parler sans arrêt, laisser mes mots voguer,
aller au-delà de leurs limites. Rien ne pourra plus m'en empêcher, même la rigueur du temps, sa tendance à tout restituer. Oui, moi, inerte, allongée sur ces haillons que j'ai toujours eu du mal à appeler un lit. Je ne sais plus depuis combien de temps, dans le noir de cette chambre refermée sur moi comme une camisole de force, une éternité, une seconde, je ne saurais le dire, je l'ignore. Est-ce si important? Qu'est-ce qu'un tas de puanteurs à en foutre? Et puis, il vaut mieux ne rien savoir, ne pas chercher à expliquer. Voilà pourquoi, et peut-être pour d'autres raisons qui peuvent paraître plus évidentes qu'elles ne le sont vraiment, j'ai choisi de te parler à toi et à personne d'autre. Parce que je n'aurai pas besoin d'expliquer, de clarifier, me fatiguer à mettre des points sur des i. Tu ne demandes, n'aspires à rien. Tu ne fais qu'écouter pendant que moi je radote. Comme a dit l'autre, là où on enterre un cadavre ne revivra qu'une herbe drue. Je n'ai jamais douté qu'une vie puisse passer aussi vite que l'éclair. Hier encore, j'étais la petite fille à qui on disait qu'elle était le porté craché de sa mère, et ça me faisait chier. N'aurais-je pas pu être celui d'une autre, d'une branche inconnue perdue dans le labyrinthe de l'arbre généalogique? C'était pas faux en plus. Nous deux ensemble, on aurait dit la même personne. Tu n'en reviendrais pas que deux êtres puissent à un tel point se ressembler, même si, au fond, et ça j'en étais absolument certaine, c'était le jour et la nuit. Merci beaucoup. Merci Annabelle. Voilà. Donc l'une des voix que l'on entend dans ce livre, L'ombre animale, dans lequel il y a toi, avec une majuscule au T, bonne à tout subir et à tout faire, Mackenzie, tiens, c'est bizarre, en père pire que maudit, Orcel, tiens, c'est bizarre, le frère mutique posté devant la mer, l'envoyé de Dieu et ses bacchanales infernales, et puis les loups qui rôdent en mauvais anges expropriateurs. Mais je vous l'ai dit, en avant-première, ici, à America, nous avons reçu, alors, il y a quelques jours, Lundi. Maître Minuit, qui est le nouveau livre de Mackenzie. Et moi, j'ai commencé à le lire, mais Jeff, je sais que toi, tu l'as lu jusqu'au bout. Et on était d'accord sur un point pour dire que Mackenzie, il est en train de... C'est un livre extraordinaire. Dans tous les sens du terme, parce que faut toujours... Je me suis toujours dit, avec les Haïtiens, ils mettent toujours un peu de vaudou dans leurs livres. Il faut faire attention de ne pas se faire attraper. Mais... là encore, je pense que c'est vrai que depuis Les Immortels, moi, je suis le travail de Mackenzie, et là je pense que c'est encore un niveau encore plus exceptionnel, franchement, je me permets de vous le dire, où c'est toujours évidemment l'histoire de Haïti quelque part, puisque c'est quelque chose qui est collé à sa peau et à son envie et à ses mots, mais c'est un livre qui va nous raconter Haïti au travers d'un personnage assez mythique, qui va s'appeler Poto. Et on va le découvrir juste dans la première ligne, parce qu'on va savoir très vite que c'est... Qui est ce Poto? Je lis un extrait. Ouais. Ouais. Je viens de me réveiller en sursaut, comme d'un cauchemar qui a trop duré, pris d'assaut tous mes sens. J'ai l'impression de tomber. Je dois faire un effort pour remonter à la surface, renouer avec le réel. Mais mon esprit tourne à vide, à moitié conscient. J'essaye de bouger. Une douleur intense me saisit de la plante des pieds à la poitrine, telles des milliers de piqûres d'abeilles. Au fur et à mesure, je découvre ce qui m'entoure. Je suis à l'hôpital général. La chambre est étroite, ça schlingue, il fait chaud, mes vêtements sont trempés. Les écoulements de sang ne sont pas tout à fait empêchés par les pansements. J'ai un bras sous perfusion, l'autre est menotté au fer du lit. Mes pieds dépassent. Des dizaines de corps sont affalés pêle-mêle sur des matelas crevés, sur des civières ou à même le sol crade, jonché de chiffons sanguinolents et couverts de mouches. D'autres suivent. Ça déferle jour et nuit, une marée humaine. On dirait que c'est tout le pays qui est frappé par une sale épidémie. Depuis des mois, des années, les médecins observent une grève manche longue. Ils ne veulent plus continuer à travailler dans ce bordel. Tout manque. Des intrants pharmaceutiques, des lits, des tubes à oxygène, des seringues, des bistouris, etc. Le patient doit tout se procurer lui-même.
Les services d'urgence et de maternité, entre autres, sont fermés. Des femmes accouchent dans les couloirs à même le ciment. J'entends les cris des nouveau-nés. Des gens crèvent, ce qui s'appelle crever dans la honte la plus totale. Le liquide marron qui coule dans les caniveaux à l'entrée principale du bâtiment, c'est la sauce des corps en décomposition dans la morgue sans climatiseur. Sous la dictature, on disait le dépotoir pour parler de l'hôpital général. Aujourd'hui encore, ça reste un des endroits en Haïti où la mort a le plus de clients. Un docteur arrive, cria une voix depuis une autre salle. Il est grand, beau, dans une blouse impeccable, stéthoscope autour du cou, chaussures noires bien cirées, une allure mêlant fierté et suffisance. Dieu lui-même descendu sur terre. Il se dépêche, on est sauvé. En attendant cela, les patients, hommes, femmes et enfants, se mettent tous à chouiner, implorer la miséricorde, pitié, on meurt ici. Mais arrêtez de pleurnicher, retentit une autre voix. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de médecin. On est le 1er avril. On vous a fait un canular. Certains patients trouvent ça marrant, pleurent de rire. D'autres, considérant ce qui vient de se passer comme un manque d'égard pour leur détresse, piquent une colère. Lessive d'un flot de jurements bien senti, le petit con, le sans conscience qui a fait ça, avant de regagner chacun sa solitude. Tout redevient plat, le temps s'enroule moisi dans son jus et c'est répugnant. Sur le grabat à ma gauche, il y a un homme plâtré des 2 jambes. De sa tête bandée, on voit que ses yeux pleins de colère et ses lèvres tremblantes. Les blessés étaient trop nombreux, disait-il. Le temps qu'on ait fini avec une urgence pour passer à une autre, c'était trop tard. Foutaise. Ils l'ont laissé mourir, ma femme. Ils l'ont tué. Qu'est-ce que je vais devenir? On va s'arrêter là peut-être, Mackenzie, parce que moi, on t'entendrait bien lire tout le livre. Hein. Je suis une machine. Très bien. C'est vrai que ce qui est important, c'est d'entendre le phrasé du livre, parce que ça va être comme ça pendant tout le livre. Il n'y a pas de majuscule, par exemple, d'ailleurs, sur les débuts de phrases. Il n'y a pas de après les points. Et c'est parce qu'il y a un phrasé, parce que celui qui raconte, là, c'est Poteau. Et j'ai envie de dire que Poteau, justement, il porte bien son nom, parce que quelque part, c'est le tronc du livre. Et autour, il va y avoir des tas de branches. Sa mère, qui sera une des branches du livre. Moi, cet homme pour lequel il va travailler, cet homme qui va devenir une sorte de chef de la milice. Oui, dans l'autre livre, je disais il y avait toi avec une majuscule. Là, il y a moi avec une majuscule aussi. Il y a aussi un Orcel qui est un tortionnaire aussi. Donc j'espère que c'est pas. Il a existé. Hein. Ah oui, c'est pas de la famille, j'espère. Ben, j'espère. Et en fait, voilà, c'est un chant choral avec Poteau qui est là, qu'on va suivre de sa jeunesse, avec sa mère au début, sa mère qui a plutôt tendance à sniffer de la colle et qui part comme ça parfois dans les rues en hurlant, et lui qui court derrière en essayant de rattraper sa mère. Après, on va suivre aussi. Il y a des personnages. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est que Poteau, ce qui est important pour lui, c'est tous les personnages de femmes qui gravitent autour de lui. Il va grandir par les femmes, par Grande Julienne, plus que par sa mère d'ailleurs, parce que sa mère, il va la perdre quelque part. Et vous ne pensez pas que vous l'avez conçu comme ça? Est-ce que ça vous a apparu que ces personnages de femmes étaient très importants? Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi avec une femme. Et dans le quartier, il n'y avait que des femmes. Les hommes sont presque très passifs, très absents en Haïti. J'aime bien mettre en scène des voix de femmes comme ça. Et dans ce livre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a les souvenirs de cette femme, les souvenirs de Marie-Élita Desmostènes-Laguerre, la mère supposée de Poteau. Mais il y a 2 choses qui cadrent tout le livre. C'est d'abord l'époque. J'ai raconté dans ce livre 70 ans d'histoire. 70 ans d'histoire. Poteau serait né dans les années 50 en Haïti. Duvalier, le dictateur, est arrivé en 57. Et le fils est parti en exil en 86. Et Poteau a traversé toute cette période. Et cette période est racontée dans le livre, à travers les souvenirs de sa mère. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Poteau, il est dessinateur. Tout le livre, enfin, presque toute l'histoire, c'est les dessins de Poteau qu'on lit.
enfin, le roman, enfin, j'essaye de raconter, de vous donner à lire les dessins de Poteau. Et c'est des dessins qui mettent en scène la dictature, qui nous donnent à voir la solitude, l'isolement, les persécutions et les exécutions de masse, tout ça. Donc il y a cette période, cette toile de fond, ce décor politique, social, économique du pays, et aussi Poteau. Qui, lui, navigue dans tout ça. Voilà, il navigue dans tout ça, et je me suis posé la question au début du livre. Cet enfant qui a été volé à l'hôpital, à la maternité de l'hôpital général par une femme qui va l'utiliser après sur les places publiques et à Port-au-Prince, et dans tous les endroits, dans les quartiers riches, les quartiers pauvres, pour pouvoir gagner sa vie. Elle a utilisé Poteau comme appât et pour soutirer des sous aux passants. Et cet enfant, je me suis donné pour mission de le faire grandir. Je me suis dit, il doit grandir. Je veux qu'il aille très loin dans sa vie. Et il va très loin parce qu'il va en fait, à chaque fois qu'on qu'on voit grandir justement, quand il devient un adolescent, puis ensuite un adulte, il va rentrer justement dans cette histoire d'Haïti. Puisqu'il va être confronté au tonton Macoute, il va être confronté justement... Papa à vie. Ah. Enfin, bon, non, vas-y. Ouais, il apprend tout. Il apprend tout en marchant, et à travers ses rencontres, et à travers ses rêves, parce qu'il rêve beaucoup aussi. Et puis, on suit Poteau dans une ville complètement délabrée, une ville extrêmement violente, avec les tontons Macoute. Et puis après, ce semblant de démocratie à l'américaine, après les transitions démocratiques, Poteau traverse tout ça avec son sac à dos rempli de ses dessins. Oui. Et ce même Poteau, cet enfant volé à l'hôpital général, va devenir très célèbre. Et c'est là où c'est étonnant, justement. Ces dessins vont être publiés, il va devenir célèbre, et quelque part, il va s'encrouter un peu. Et après, il va se faire kidnapper, enfermer. Et alors là, je ne vous dis pas... Non, il ne faut pas tout raconter. Non, on ne peut pas raconter. On peut juste quand même raconter que, déjà, l'enlèvement par ces deux ridicules... En fait, à l'époque, il est déjà bien adulte, et même à la limite d'être vieux, et il se fait kidnapper, parce qu'en fait, il y a le Kong haïtien qui, lui, veut qu'on lui amène des enfants pour faire des échanges d'organes, et ces deux imbéciles n'ont d'autres... Ils vont kidnapper Poteau, lui qui a sa 50 ou soixantaine. Alors quand il l'amène devant le Kong haïtien, c'est d'une drôlerie, parce qu'on rit également beaucoup dans le livre. Ouais. C'est étonnant. Ouais. Et il faut dire qui est Maître Minuit, puisque tu le dis à la page 24. Enfin, Poteau, ce personnage très courageux, c'est, si on veut, un visage métaphorique, une image métaphorique du Maître Minuit, et qui appartient à la légende vaudou, populaire, collective. Le Maître Minuit, c'est un personnage hyper grand qui sort toutes les nuits, mais à minuit pile. Il traverse des villes de 3 pas. Il peut relier Lyon à Paris, Paris à Lisbonne. Donc il marche tout le temps. Il ne s'arrête jamais. Et mon Poteau, c'est Maître Minuit, qui ne s'arrête jamais, qui marche, qui avance, quoi qu'il arrive. Et qui va traverser justement toutes ces 70 ans de la vie d'haïtienne, parce qu'à la fin, c'est vrai qu'on le voit en personnage âgé, et qui est... Et en fait, c'est la boucle est bouclée, parce qu'on revient au début du livre. Oui, parce qu'après, à la fin, j'ai mis une petite phrase qui illustre bien... tu peux la dire. Cette rencontre. Jusqu'où va le mystérieux Maître Minuit? Qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté de ces nuits? Sera-t-il contraint de s'arrêter un jour? On aurait pu se poser les mêmes questions au sujet de Poteau. À un moment donné, au bout de toute traversée, non seulement il n'y a plus personne, mais il n'y a plus de chemin, plus rien. Il doit y avoir une limite, même à l'infini. Voilà, c'est juste éblouissant. Oui. Je pense que là, vraiment, vous avez la chance de l'avoir en avant-première ici et de pouvoir le faire signer par Mackenzie. Je pense qu'il faut, vraiment en profiter. Et c'est marrant parce qu'en fait, dans ce livre, tu as dessiné avec des mots. C'est ça, en fait. Ouais, en fait, j'ai raconté les dessins de Poteau. Parce que moi, je ne sais pas dessiner. Avec des mots, voilà. Les dessins sont magnifiques. Oui. Merci. Alors, maintenant, on va découvrir le livre de Brad Watson. Bravo, oui.
Alors, on va découvrir le livre de Brad Watson et on va avoir la chance d'avoir à côté de lui qui va l'interpréter, son traducteur qui s'appelle Marc Amfreville, qui est bien connu ici, je pense, à Vincennes, et qui a donc traduit ce livre Miss Jane, paru chez Grasset en septembre dernier. C'est tout récent. Et donc, nous allons d'abord en entendre un petit extrait, comme on le fait d'habitude, et ce sera Gabriel Gocalpe qui va le lire. Auparavant, je vous présente succinctement Brad Watson, parce que je ne sais pas grand-chose de lui. Je sais simplement qu'il devient écrivain après avoir exercé de nombreux métiers, qu'il est auteur de nouvelles, qu'il a été finaliste du National Book Award pour son premier roman Le Paradis perdu de Mercury, et qu'il enseigne l'écriture créative à l'université du Wyoming. Et voilà, on va tout de suite découvrir un extrait de Miss Jane, le début. Gabriel. Jamais on n'aurait cru qu'une personne affligée d'une telle malformation fût ou pût être joyeuse, qu'elle ne se laissa pas aller à la mélancolie ou qu'elle n'eût pas le goût du malheur. Très tôt, elle s'était trouvée des façons de composer avec sa vie, la vie en général. Et en grandissant, il devint vite évident qu'elle ne craignait pour ainsi dire rien. Seuls les chevaux, peut-être, et quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir, une présence insolite qui n'était pas, ou pas entièrement en tout cas, de ce monde. Elle ne redoutait pas ces fièvres qui avaient emporté son frère William à l'âge de 3 ans, avant sa propre naissance. Dans son esprit, pareil destin était celui de cet enfant-là, pas le sien. Elle ne craignait pas les serpents, pas même les venimeux, persuadée qu'ils ne la mordraient jamais si elle ne les laissait tranquilles. Les moustiques, pour une raison qui leur appartenait, ne la piquaient pas, bien qu'elle ne prît contre eux aucune protection. Elle n'avait pas peur des poules, parce qu'elle les jugeait d'une sagesse comique, en dépit de leur stupidité proverbiale. De même pour les cochons, malgré leurs affolements fréquents et inattendus, ou leurs assourdissants concerts de panique étrangement orchestrés qui l'effrayaient au début, jusqu'à ce qu'elle en perçût le caractère burlesque. Ces mouvements de frayeur étaient intempestifs, ils disparaissaient aussi vite qu'ils étaient venus. Les vaches, à l'évidence, ne présentaient aucun danger, sauf si on menaçait leurs petits. Le taureau, quant à lui, était soigneusement tenu à l'écart dans un petit enclos réservé. Elle n'avait pas peur des coyotes qui jappaient la nuit dans les champs, ni des panthères dont les feulements montaient parfois du plus profond des bois. Elle adorait s'agenouiller devant sa fenêtre ouverte pour écouter le chœur des coyotes et imaginer ce qu'ils pouvaient bien se chanter et l'importance que revêtait pour eux cet échange. Cela ne les dérangeait nullement qu'ils déchiquettent mulots, lapins et écureuils, ni qu'ils pourchassent les faons nouveau-nés, ni que les panthères emportent parfois un petit veau. L'étrange peur qu'elle éprouvait d'un animal inconnu, née la nuit où elle s'était imaginée en entendre grogner un à l'extérieur de la maison et où elle avait été terrifiée. Elle n'avait aucune peur des chouettes qui ululaient la nuit venue, ni de la possibilité de croiser des sangliers quand elle se promenait dans les bois, ou des meutes de chiens qui, parfois, erraient dans les pâturages et se montraient beaucoup plus dangereux que les coyotes, les panthères et les ours, parce qu'ils ne craignaient pas les hommes. Elle ne redoutait pas les ratons laveurs, ni les renards enragés, non plus que les armes de son père, un fusil de chasse de calibre 10 et une carabine Winchester. Pas davantage la hachette qui servait à décapiter les poulets, les longs couperets utilisés pour équarrir les porcs, ou les couteaux plus petits employés pour dépecer et découper de temps à autre un cerf, ni même les scies avec lesquelles on tronçonnait leurs os. Non plus que la grosse lessiveuse noire, où on faisait bouillir de l'eau pour laver les vêtements souillés ou pour fabriquer du savon dans la cour de la ferme, et dont on lui ordonnait de ne pas s'approcher quand elle était petite. Elle ne craignait pas l'enfer, même si les prédicateurs itinérants vous en menaçaient. Le feu éternel, les démons et même le diable en personne ne l'impressionnaient guère. Quand elle se les représentait, ils avaient tous, invariablement, un air grotesque. Jane, qui, petite, ne se rendait que rarement en ville, ne pouvait s'imaginer aller jusqu'en enfer, son esprit peinant à concevoir un périple à travers le pays et a fortiori sous la terre. Beaucoup, merci. Elle n'a peur de rien. Je crois que ça, c'est vraiment ce qu'on retient de ce personnage.
Oui, parce que l'histoire de ce roman, c'est comment fait-on pour grandir dans le Mississippi du début du XXe siècle, quand la nature vous a fait différente, dès la naissance. En fait, c'est à cette douloureuse question que Brad Watson va répondre dans ce roman très émouvant et très sensible. Parce que Miss Jane, c'est Jane Chelsom, celle qui voudrait être une gamine comme les autres, mais qui saura très vite que rien ne sera jamais pareil pour elle. Pourtant, elle prendra le parti de vivre du mieux qu'elle peut, avec le Dr Thompson comme confident, celui qui n'aura de cesse d'espérer dans les progrès de la médecine afin de pouvoir éventuellement opérer Jane. Je sais que ce roman est très important pour vous, car il vous touche particulièrement. L'histoire de Miss Jane, c'est celle de votre grande-tante. Yes, it's sort of. En quelque sorte. I had a great aunt who was born in 1888. Jane in the novel is born in 1915. Ma grand-tante était née en 1888, mon personnage de Jane en 1950. My great aunt was a mystery. I discovered her through. I saw her only once when I was a small child, and then there were photographs of her still in my mother's house. Et cette grand-tante pour moi était une sorte de mystère pour toute la famille. D'ailleurs, je ne l'ai vue qu'une fois quand j'étais enfant, et j'ai trouvé par la suite des photos d'elle dans la maison de ma mère. We knew that my great aunt was incontinent. We knew that she never was married and never had children, and lived alone. Beyond that, we didn't really know any details. It was a mystery. Elle était un mystère parce qu'on savait très peu de choses d'elle. On savait qu'elle était incontinente, qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, qu'elle avait vécu seule, mais tout le reste était de l'histoire inconnue. I think by the time I became interested in writing it by her, I had already had a failed marriage. Romance was not working very well for me. Au moment où j'ai écrit ça, dans ma vie personnelle, la vie conjugale ne marchait pas très bien, donc j'avais cet intérêt spécial pour cette vie de célibataire. And everyone said that great Aunt Jane was a very happy person, in spite of her isolation. Alors que ce qu'on savait d'elle, c'est que la grand-tante Jane était une femme heureuse, malgré son problème physique, son handicap. And then I saw a photograph one day of a young woman who was very pretty, very slim, thin, quite thin, and who seemed to be flirting with the photographer. And when I asked about it, my mother said that was Aunt Jane and that she was popular with the boys. She was what, sorry? Popular with the boys. Ah, jusqu'à un jour où j'ai vu une photographie d'une jolie jeune femme, maigre, très maigre, qui manifestement était en train d'avoir une relation, enfin de flirter un petit peu avec le photographe. Et ma mère à ce moment-là a dit que les garçons s'intéressaient beaucoup à elle. Elle était très belle. Oui. Vous le dites dans l'histoire. Oui, oui. Belle et très mince, oui. Le personnage aussi. I asked how that happened. She said she also went to the dances in the community, in the little, where she lived in the country. And I asked my mother how she managed that if she was incontinent. And she said, I don't know. On savait aussi que cette grand-tante, donc, dans la série de sa vie joyeuse, allait au bal de campagne, là où elle rencontrer des gens, où elle était parfaitement heureuse. Et je lui demandais à ma mère comment elle faisait avec ce grave problème d'incontinence. Incontinence, je me permets de vous dire au passage, est un euphémisme. Donc c'est moi qui ajoute ça. Comment faisait-elle pour aller au bal, pour rester des nuits entières à danser, vu son état? Et ma mère a répondu, je ne sais pas. So, I also went looking for her grave and couldn't find it. And I told my mother I found one with a different name, not Jane Clay, but Mary Ellis Clay. Et je me suis mis en quête aussi de sa tombe et j'en ai trouvé une avec un nom différent. And I said, I found it. My mother said, yes, that's her. I said, well, why is there not Jane? Why did she call herself Jane? Why did you call her Jane? And she said,
I don't know, je ne sais pas. Et alors j'ai demandé à ma mère pourquoi ce nom était différent. La mère a dit c'est effectivement bien ta grand-tante, mais je ne sais pas pourquoi elle ne s'appelle pas Jane sur sa tombe. So I saw a mystery. I suspected a story behind it. I suspected sadness behind a certain stoicism in her character. Et j'ai soupçonné, enfin j'ai eu l'intuition que derrière ce mystère, il y avait une grande tristesse. Derrière ce stoïcisme, il y avait une grande tristesse, et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire l'histoire. C'est raconté avec beaucoup de justesse, alors que ce sont des choses quand même extrêmement délicates à aborder par un homme en plus. Et moi, j'avais jamais entendu parler d'une malformation comme celle-ci, parce qu'on s'en aperçoit dès la naissance. Et comment avoir pu traiter ce sujet-là si délicat avec autant de force et tant de finesse. Et autant de finesse, c'est étonnant. C'est ça qui est incroyable, toute la finesse de votre écriture, sans décrire l'infirmité de naissance de Jane. C'est ce qui fait que votre livre peut être lu vraiment par tout le monde. Est-ce que justement ça a été compliqué de réussir à faire cette structure narrative, d'arriver à monter, parce que vous n'aviez pas beaucoup d'informations sur elle, à part cette photo. Il a fallu tout inventer. Yes, it took a while to figure it out. I searched a long time before finding a condition that was plausible to match with my great aunt, because we had no medical records. No one alive knew what her condition actually was. Oui, ça a pris du temps, ça a été assez difficile parce qu'effectivement nous avions très peu de renseignements, très peu d'informations, aucun dossier médical, et donc il a fallu peu à peu deviner de quoi il était question. When I found one that seemed right, it seemed reasonable, and then I studied it as best I could, and I decided in the long term to reveal it gradually in the book at about the rate that Jane character would be able to understand it herself. Et ce qui fait la structure narrative, c'est précisément, étant donné cette ignorance du dossier médical, quand j'ai trouvé une hypothèse plausible de ce qui était effectivement la nature exacte de la malformation anatomique qui causait le désordre en question, j'ai décidé d'écrire le livre, enfin de révéler les détails de cette malformation au rythme auquel Jane, enfant, puis adolescente, puis adulte, a pu les comprendre elle-même. D'ailleurs, il y a un autre personnage très important dans le roman, c'est le docteur Thompson, celui qui va accoucher la mère de Jane et qui va se rendre compte tout de suite dès la naissance de cette malformation, et qui, on va avoir les lettres que ce docteur écrit à un autre de ses collègues dans une grande université pour lui expliquer le problème de Jane, et on va suivre comme ça les progrès de la médecine, et aussi on va voir Jane grandir, et on va voir que les lettres aussi donnent de l'espoir. Et c'est vrai que ce personnage, comment est né ce personnage justement? He's a well-educated physician who decides to be an old-fashioned country doctor, making house calls. He is married to a kind of socialite who is unhappy with that life. She dies in the flu epidemic of 1918, leaving him alone, but he in time determines that he is better suited to live alone, and this makes him a good counselor for Jane later on. C'est important que ce soit quelqu'un qui travaille comme médecin de campagne parce qu'il l'a choisi, qui passe son temps à faire des visites à domicile, qui est dévoué à toute cette communauté de pays reculés, mais c'est un homme instruit, un homme qui aurait pu devenir un grand médecin des villes, et qui donc reste en contact avec ses anciens collègues d'études, et qui donc est à la pointe de la science et de ce qui pourrait servir, et qui effectivement, comme vous le soulignez, permet de suivre le dossier médical et les avancées de la science.
En tout cas, c'est un médecin tellement humain que si je devais créer j'ai mon oublié la médecin fin. personnel, c'est lui que je prends. Hein. Oui, Tout de mais suite. J'ai oublié un petit morceau qui est intéressant. Il a perdu sa femme dans une épidémie de grippe et il se rend compte, en fait, malgré la peine que lui cause la mort de sa femme, qu'il est mieux à même de s'occuper de sa vocation, de ce qui l'appelle, par le fait qu'il est maintenant seul et complètement disponible. c'est un magnifique personnage aussi qui est très présent dans le roman et qui a une importance considérable. En tout cas, c'est un roman, moi, qui m'a bouleversé. La volonté de cette petite fille cette qui va petite devenir fille. femme et qui va à Qui va chaque devenir fois une vraie- être opiniâtre. Ouais, et puis une femme heureuse quand même aussi, qui va chercher l'amour et qui va presque y arriver, on va dire. Mais c'est un magnifique personnage de femme forte. Yes, I saw her that way, and also the mystery of my aunt, great aunt, being someone who seemed cheerful to other members of the family, and yet my sense that there must have been a sadness that she had to live with and learn to abide was, I think, at work when I worked on when I finally found my character in Jane Chisholm. Oui, c'est bien comme ça que je la vois, effectivement, comme une femme forte, mais j'insisterai sur cette différence entre l'image heureuse qu'elle donnait à sa famille et ce que moi j'avais senti, deviné de sa tristesse, et c'est exactement ce qui est la source de la création de ce personnage pour moi. Parce que sa vie est faite de renoncement. Elle doit renoncer à toutes les choses qu'elle aimerait vivre. À cause de ce problème. Voilà, bon, vous aurez compris, hein, c'est un livre qu'on a aimé, Miss Jane, Brad Watson, traduit par Marc Anfreville, qui l'a interprété aussi sur ce plateau et qui est paru aux éditions Grasset. Le livre de Michael Farris Smith, Nulle part sur la Terre, paru aux éditions Sonatine et traduit par Pierre de Marty. Et puis le livre de Mackenzie Orsel, traduit par lui-même, si j'ose dire, qui s'intitule Maître Minuit et qui est paru chez Ulma. Et si vous ne connaissez pas L'ombre animale, bien sûr, il faut aussi le découvrir dans la même édition. Merci à vous tous d'être passés sur ce plateau. Merci pour vos beaux livres. Et merci, Jeff.